De la Meuse, des centaines de personnes évacuées, une édition spéciale du journal depuis Astières. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De l'eau, toujours de l'eau, encore de l'eau. On a assisté aujourd'hui à une nouvelle crue spectaculaire de la Meuse. Nous sommes à Astières, un petit village situé à quelques kilomètres de Dinan. Sur les 800 habitants qui habitent le long du fleuve, une centaine ont dû abandonner leur maison. Tout le quartier que vous voyez derrière moi a été évacué. À nos côtés, Marinette Borgobello, vous êtes la propriétaire de cette belle maison qui est située juste derrière nous. Alors, vous avez dû évacuer en catastrophe cette nuit. Oui, vraiment. Là, depuis jeudi, elle menaçait. Nous avons petit à petit débarrassé les meubles. Nous sommes allés mettre la plupart des choses à l'étage. Et puis, nous avons patiemment attendu qu'elle s'approche. Et puis que finalement, cette nuit, elle entre. Et là, se termine l'histoire pour nous. On coupe le courant, on ferme la porte et on la laisse faire. Donc, vous avez quand même eu un peu de temps pour préparer l'évacuation. Oui. Tout à fait. Dans cette maison, on n'avait jamais vu ça, je pense, depuis 1926. La seule photo que je possède, c'est une photo qui date de 1926, où elle arrivait juste aux appuis de fenêtre derrière nous. Alors, vous êtes propriétaire de cette maison depuis 10 ans. Est-ce que vous avez envie de déménager ou... C'est quand même ma maison. Dans quel état allez-vous retrouver cette maison? Ça, c'est le gros point d'interrogation, c'est la grosse question. Et j'ose espérer surtout que, bon... Je ne suis moi qu'une petite représentante. Tous les gens qui sont là-bas derrière sont beaucoup plus mal que moi et je leur souhaite de tenir le coup. C'est tout. Merci beaucoup. Des centaines de personnes ont dû être évacuées suite à cette nouvelle crue de la Meuse. Et à Hermeton-sur-Meuse, un home pour personnes âgées est à présent complètement isolé. On a commencé cet après-midi l'évacuation d'une trentaine de pensionnaires. Premier de ces pensionnaires à être évacué, un homme âgé de 98 ans. Le reportage de Benoît Vassard. Plus d'ascenseur, plus de téléphone, l'électricité coupée partiellement, le jardin Mozan avec ses 29 pensionnaires est totalement isolé du monde. Évacuer avant la fin de la nuit, c'est impératif, mais l'état de santé des pensionnaires le permet-il vraiment? Alors, on amène dardard par hélicoptère des médecins spécialisés qui vont vérifier tout cela. Parmi les pensionnaires, il y en a au moins un qui ne s'en fait pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai vu plus que ça. J'ai vu plus que 125, hein. Ça ne vous effraie pas peut-être de devoir prendre la barque pour quitter le home? Non, j'en ai besoin de prendre. Non, pas du tout. Mais le plus âgé des pensionnaires a 98 ans. Sa fille sait qu'il n'y a aucun choix possible. Son papa devra coûte que coûte quitter l'établissement. J'espère qu'il voudra bien m'accompagner dans la barque parce que parfois il est récalcitrant, il est parfois très positif comme négatif parfois aussi. Alors j'espère, vu qu'on l'a mis un petit peu sous sédatif, qu'il sera très calme et ce sera lui, je crois, la première épreuve pour voir si les autres pensionnaires pourront sortir de l'établissement. Pierre Mertens se dirige donc vers la barque des commandos de Marche-les-Dames. Il est le premier à quitter le home. C'est la deuxième fois qu'il est évacué. L'année dernière, il l'a été. Il était fortement traumatisé, à tel point même, quand il est sorti du camion militaire, il me demandait si c'était la guerre. Alors je dis non, papa, ce sont les inondations. Alors, bon, il lui a fallu tout de même 15 jours, 3 semaines chez nous à la maison pour se rendre un petit peu compte de ce qui s'était passé dans la vallée et petit à petit reprendre des habitudes normales, quoi. Bien soutenu et bien entouré, il s'éloignera paisiblement sans émettre la moindre réticence. Cette soirée, il la passera chez sa fille, les pieds au sec. De nombreux habitants de Nef, un quartier de Dinan, ont également dû abandonner leur maison aujourd'hui. Le reportage de Daniel Noquin. Vous désirez vous en aller? Non. On vient vous chercher? Non. Et vous avez encore du chauffage? Au quartier de Nef, à Dinan, il y a ceux qui veulent rester coûte que coûte dans leur maison. Leur maison, elle est noyée sous plus d'1 mètre d'eau. Il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. Ces indéracinables, ils sont de moins en moins nombreux. La plupart des habitants du quartier ont tenu jusqu'à la dernière limite. Aujourd'hui, c'est trop d'eau, trop d'attente, trop de dégâts. Maintenant, c'est fini, oui, c'est crête. Je crois que on n'en veut plus de stupidité. Vivre comme ça, c'est pas possible. J'ai le chat avec moi. Ce qu'il nous reste, notre chat, on n'a plus rien. On a pris les précautions qu'il fallait, on avait mis tout sur la table, les blocs, tout, et il n'y a plus rien. C'est fini. Dans ce quartier, la voie de chemin de fer est le seul endroit encore au sec. Même les jardins ont été envahis par les eaux.
Les services de secours travaillent donc dans des conditions très difficiles. Certains habitants ont dû même s'enfuir par les toits. Cette dame a attendu elle aussi jusqu'au dernier moment avant d'appeler les secours. Sur les bords de la Meuse, à Dinan, il y a de plus en plus de drapeaux rouges. C'est le signe de l'appel à l'aide, la demande d'évacuation d'urgence. Un hélicoptère de l'armée est venu au secours d'un marin en difficulté. Cela s'est passé à 15h30 cet après-midi à Walsall, à quelques kilomètres d'ici. Le pilote de l'hélicoptère a repéré un bateau en difficulté sur la Meuse. Le marin lançait des appels au secours. Il a finalement été élitreillé par les militaires et ainsi sauvé d'une situation pour le moins délicate. Toute la scène a été filmée par un amateur vidéo. Le roi et la reine ont poursuivi leur visite des réseaux, des zones sinistrées. Hier, ils s'étaient entretenus avec des riverains de la Lesse. Aujourd'hui, nos souverains se sont tout d'abord rendus en Flandre, dans le Limbourg, avant d'arriver ici, à Astières. Le reportage de Philippe Dourte. En provenance de la Meuse limbourgeoise, le roi et la reine sont arrivés en fin d'après-midi à Astières. Immédiatement, nos souverains ont pris place à bord de barque. Le couple royal a sillonné les rues du village, envahi par plus d'1,20 m d'eau. Sur le visage de nos souverains se lisait la stupeur engendrée par cette situation. Le roi et la reine se sont entretenus avec les sinistrés, complètement déconfits. Oui, c'est un très grand réconfort. Nous sommes très heureux qu'ils soient venus. C'est vraiment gentil. Vous avez beaucoup d'eau dans la maison? Moi, dans ma maison, 1,20 m, 1,25 m, oui. Vous avez dû la quitter? Ah oui, j'ai dû la quitter, elle est entourée d'eau. Ça vous fait plaisir de voir le roi venir ici aujourd'hui? Bah quand même, parce que bon, malgré tout, il s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans la Belgique et bon, pour nous autres, c'est quand même important, quoi. Disons que pour les sinistrés, les procédures seront peut-être accélérées. Oui, mais ça ne va pas enlever le mètre d'eau que vous avez dans votre maison? Ça, certainement pas, certainement pas. Avant de repartir pour Bruxelles, Albert II et Paola ont jeté un dernier regard inquiet sur la Meuse, en furie. Le facteur d'Astières est le témoin privilégié des difficultés quotidiennes des habitants. C'est en barque qu'il vient apporter son courrier, le reportage de Daniel Noquin. C'est en effectuant la tournée avec le facteur que nous avons découvert ce matin la situation à Astières. La Meuse ne cesse de monter. Le niveau atteint en décembre 1993 est d'ores et déjà dépassé. Ça fait 3 fois que j'emploie la barque. En 88, 93 maintenant. Les gens sont contents quand même de voir leur courrier? Oui, ils sont contents. On fait l'effort pour qu'ils soient contents, mais seulement on ne sait pas aller partout. Il y a des endroits vraiment inaccessibles. Je préfère ne pas prendre des risques, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment distribuer le courrier dans des cas pareils? Ben, c'est-à-dire, non, on n'est pas obligé, mais on essaye quand même de faire plaisir à ces gens, quoi. Parce que je suis d'Astières, tout le monde me connaît, alors j'aime bien ma clientèle. À certains endroits dans la rue principale d'Astières, l'eau atteint plus d'1,50 m. Partout, c'est le même spectacle de désolation. Dans la librairie du village, il y a 65 cm d'eau. Comment va le moral? Le moral est bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Vous voulez pas quitter? Jamais. Pourquoi quitter? Ce matin, la Meuse a atteint également la maison communale. Les secours s'organisent donc les pieds dans l'eau et partout on réclame des blocs de béton pour rehausser les meubles. Et c'est bien pire qu'en 93. Vous voyez ici par exemple devant l'administration on n'avait pas d'eau. Il y avait quelques homes que nous n'avions pas dû évacuer en 93 et aujourd'hui il faut évacuer tout le monde. On part au plus pressé. Cette nuit-ci ça a été la catastrophe, quoi. Personne ne s'attendait à une telle montée, durant la nuit du moins. Hein. Il y a des gens en difficulté? Il y a de plus en plus de personnes en difficulté. Il faut parer au plus pressé. Tous les services sont sur la brèche mais tout le monde est débordé pour l'instant et on fait le maximum avec les moyens du bord. Hein. En face de la maison communale, un home pour personnes âgées. Les propriétaires évacuent à la hâte les 11 pensionnaires. Certains vont retourner dans leur famille, d'autres seront placés dans des hôpitaux de la région. Le problème maintenant, c'est que l'eau arrive et que si on doit rapatrier les gens chez eux, on aura des problèmes. Alors il vaut mieux faire ça au fur et à mesure. Bon, c'est dommage pour eux. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Tous vos pensionnaires vont partir? Tous mes pensionnaires vont partir et je vais même en reprendre chez moi. Au passage, 2 dames prennent place dans la barque du facteur. Elles quittent leur maison temporairement. L'une d'elles est visiblement en état de choc. Elle a quitté sa maison inondée pour se réfugier chez sa fille, mais la maison de sa fille est également maintenant sous eau. Pourquoi ne voulez-vous pas quitter votre maison? Je suis là chez ma fille, mon appartement. Là, mon chien doit aller à la toilette. Ouais. Et je dois aller là.
dans une petite ruelle qui est ici, à gauche, oui, pour lui faire pipi. C'est plus vivable Chez moi. À Astières, les habitants tentent encore de sauver ce qui peut l'être dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Même l'abbatiale d'Astières est complètement inondée. Avec nous, le curé de la paroisse. Vous n'aviez jamais vu ça alors que cela fait 34 ans que vous êtes ici. Ça fait 34 ans que je suis ici. Et depuis 1926, nous avons des cartes postales indiquant que les chaises nageaient donc dans l'église. En 1993, nous avons eu une inondation, mais pas aussi forte, sûrement 50 cm en moins que celle-ci. Et quelle est la situation de votre église aujourd'hui? Il y a 60 cm à certains endroits, à d'autres endroits il y a 50, et dans la crypte nous avons 1,52 m. On en voit d'ailleurs quelques images pour le moment. Les paroissiens viennent-ils chez vous pour confier leur désarroi? Les paroissiens, il faut les rencontrer dans la rue maintenant, puisqu'ils sont donc inondés. Alors, dans leur cœur et dans leur tête et dans leur esprit, il y a une espèce de désespoir. Il y a des gens qui disent, après tout, qu'est-ce qu'on fait encore là? Et en 13 mois, 2 inondations, c'est un peu fort. Et je crois que dans une région où il y a le chômage, où il y a une désertification, eh bien, je crois qu'il faut vraiment que tous les pouvoirs publics se mettent ensemble, bourgmestres, communes, et gouverneurs et aussi ministres, pour faire en sorte de rendre un brin d'espoir aux gens de chez nous qui en ont vraiment besoin. Vous m'avez dit tout à l'heure que les gens qui avaient été inondés en 1993 n'avaient gardé vraiment d'importantes séquelles. Ils gardent des séquelles parce qu'ils ont l'impression que tout peut renaître. Ils n'ont déjà pas d'emploi, ils sont pauvres, ils sont misérables, il y a beaucoup de chômeurs. Et maintenant, nous avons des chômeurs également dans les camps, qui sont aux environs, qui sont maintenant dans la commune. Et en plus de cela, je ne sais pas, il y a une morosité, il y a un désespoir qui se marque. Et je crois que ça peut se marquer très fortement dans les cœurs. Je l'ai vu d'ailleurs depuis les inondations de 93, qui n'étaient cependant pas aussi fortes que celles-ci. Merci, monsieur le curé, pour ce témoignage. Hier, nous étions à Dinan. Les autorités locales croyaient avoir connu le pire. Ils ne pouvaient imaginer une crue aussi importante de la Meuse au cours de la nuit. Le reportage ce matin à Dinan de Benoît Bassard. Hier soir, personne ne voulait croire ici que la Meuse, déjà enragée à Charleville en France, s'acharnerait à nouveau, bien loin en aval, à Dinan en particulier. À minuit, c'était à peu près ici. Et alors maintenant, 10 h du matin, c'est jusqu'au fond. Ça continue à monter? Ça continue à monter, je crois bien, oui. Ça a monté au moins de 25 cm cette nuit. Alors, surpris, on déménage, vaille que vaille, ce qu'on peut. Autre exemple frappant, pendant le journal hier soir, le panneau indicateur renseignant la citadelle et le téléphérique était encore bien visible. Eh bien ce matin, au même endroit, le panneau indicateur a complètement disparu. Il doit, je crois, se trouver quelque part ici, je pense. Cela signifie donc que le niveau de la Meuse a augmenté de 20 à 30 cm rien qu'au cours de la nuit dernière. Qu'est-ce qui vous fait dire que la crue a presque atteint le niveau de l'an dernier? Mais l'an dernier, l'eau est arrivée à hauteur du parc Met devant lequel je me trouve, et vous voyez, l'eau y arrive. Conséquence, la place Saint-Nicolas par exemple est largement sous eau, alors qu'hier les véhicules y circulaient tout à fait normalement. Une partie des riverains, jusque-là épargnés, se sont donc résignés ce matin à plier bagages avec patience et méthode, aidés en cela par l'armée, la protection civile et les pompiers. Les pompiers qui ont été contraints ce matin d'évacuer eux aussi leurs casernes, comme ce fut le cas lors des précédentes inondations. Dans ce quartier d'ailleurs, l'eau se situe déjà au même niveau qu'en fin 93. À Givet, le long de la frontière française, la crue de la Meuse a dépassé des niveaux jamais enregistrés jusqu'à aujourd'hui. Et ceci a rendu nécessaire l'évacuation de tous les habitants de Givet vers la Belgique. Le reportage d'Alain Raviard. La métamorphose, le lycée de Douache transformé en camping. Douache, terre d'accueil pour plusieurs centaines de Français. Ils ont fui leur ville Givet, proche de la frontière belge. Givet, complètement noyé dans la Meuse, impossible pour les Givetois de s'échapper des eaux par le sud. Trop d'eau, reste une issue de secours, le nord, la Belgique. Ce matin, je suis parti au chantier pour travailler, et vers 10 h, on m'a appelé en disant qu'il faut déménager le terrain de camping, parce que l'eau allait monter, quoi. Donc on est parti du terrain de camping de Givet, il devait être dans les 12 h, et on a cherché une place, et après on a su qu'ici on était accueillis sur ce terrain-là, quoi. À Douache, on se prépare. Habitants, bénévoles attendent l'arrivée de 350 voisins français. Douache, centre de crise improvisé. Nous attendons de la protection civile 350 lits qui vont s'installer ici, donc dans les complexes de l'école. Nous avons déjà installé
des gens de caravane, venant essentiellement de Givet. D'autres arrivent probablement aussi et nous attendons donc les gens pour la mise en place du matériel. À Givet, ce sont quelques 1000 personnes qu'il faut évacuer. 250 maisons sont inondées. Alors, dans ces conditions, un petit rien fait parfois beaucoup de bien. Accueil sympathique des Belges? Ah, absolument. Là, vraiment, c'est formidable. Là, on est accueillis, on est arrivés, ils nous ont offert de la soupe et un petit repas chaud. C'est vraiment sympa. Dans les Ardennes françaises, la situation est également catastrophique. La Meuse continue à monter à Charleville-Mézières et cela pourrait durer encore 48 heures. Le reportage de Christophe Giltet. La situation s'aggrave d'heure en heure à Charleville. Ce matin, la Meuse était à 6,6 m, à 14h à 6,12 m, demain on prévoit 6,32 m. Une eau qui se retrouvera en Belgique 24 heures plus tard. Le centre-ville est maintenant interdit à la circulation et seule l'armée peut encore y pénétrer. Plus aucun pont sur la Meuse n'est ouvert. Celui-ci était encore à l'abri vendredi. L'eau passait en dessous. Ce matin, elle affleurait le tablier. Et depuis le milieu de l'après-midi, elle a commencé à passer au-dessus. Il pourrait être emporté. C'est dans une préfecture inondée que le plan Orsec est mis en œuvre par la cellule de crise, heureusement installée au 4e étage. C'est là qu'on a décidé d'évacuer plus de 1000 habitants de Givet vers la Belgique, tout un quartier qui était menacé par la rupture d'une digue. Grâce à la solidarité belge qu'on salue ici, ils sont maintenant à l'abri. Il y aurait en tout plus de 10 000 sinistrés dans le département du Nord. Et ce matin, le gouvernement français a annoncé qu'il prendra rapidement un arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle. La situation à Charleville-Mézières nous intéresse au plus haut point. Christophe Giltet vient de le rappeler. Les eaux qui montent à Charleville-Mézières vont bientôt arriver, bien sûr, en Belgique. C'est d'ailleurs la crue de la Meuse en France qui explique les importantes inondations en Belgique. Explication de Grégory Willock. Aujourd'hui, il fait sec. Demain, il fera sec et pourtant le niveau de l'eau continue à monter. Ce qui semble paradoxal au départ s'explique pourtant assez facilement. Lorsqu'il pleut, les terrains sont copieusement arrosés, l'eau ruisselle vers les cours d'eau et de fil en aiguille, toute cette eau s'écoule vers des fleuves plus importants comme la Meuse. En cas de gros problème, le ministère de l'Équipement et des Transports peut avoir recours aux barrages pour réguler le niveau des fleuves. Cela a été le cas lors des crues de 93, mais voilà, aujourd'hui les barrages affichent complet, ils laissent passer l'eau excédentaire et avec la fréquence des pluies, il faut tenir à l'œil nos voisins français. Toute l'eau tombée sur les plateaux de Langres en France, où la Meuse prend sa source, eh bien toute cette eau arrive sur la Belgique avec plusieurs jours de retard. La Meuse, déjà gorgée en Belgique par ses affluents, est saturée, mais ce qui est exceptionnel ce soir, c'est la convergence des crues belges et l'arrivée de la pointe de crues française à l'entrée de notre royaume. Ce soir donc, malgré l'arrêt des pluies, les niveaux continueront de monter, les villes les plus touchées sont et seront encore Astières, ensuite ce sera le tour de Dinan. Nous allons maintenant retourner à Bruxelles. Nous allons rejoindre David Oxley avec une dernière information concernant ces inondations, David. Oui, une information en provenance de la ville de Huy qui vient de nous parvenir. La ville pourrait être envahie cette nuit par les eaux. La bourgmestre demande aux habitants de se prémunir, d'essayer de dégager les objets de valeur pour éviter d'être abîmés par les eaux. On vous retrouve dans quelques instants, Philippe, après avoir fait un petit tour de l'actualité. En Belgique, tout d'abord, les agents du fisc comptent devenir de plus en plus intransigeants à l'égard des plaques de garage. Ces plaques minéralogiques qui débutent par la lettre Z permettent d'éviter des taxes. Or, on trouve chez nous beaucoup plus de plaques de garage qu'il n'y a de garage. Grégory Willock. Des plaques marchandes, il y en a près de 30 000 en Belgique. Elles sont utilisées par les garagistes ou les négociants en voiture. Ces plaques présentent l'énorme avantage de ne pas faire subir le coût de la fiscalité, à savoir, elles dispensent son détenteur de payer la taxe de mise en circulation. Cette taxe s'étale de 2125 à 92 000 francs. La plaque Z est donc très vite devenue un outil de travail indispensable. La plaque Z, ça permet, disons, de pouvoir changer de véhicule plus souvent et en fait permettre aux clients de pouvoir faire des essais régulièrement, à partir du moment où ils demandent de faire un essai. Mais une plaque Z, c'est aussi très pratique lorsque l'on veut de temps à autre sortir une belle voiture pour aller se promener le week-end. Voiture que l'on n'a pas vraiment l'intention d'immatriculer. Le fisc, toujours vigilant, crie alors à l'abus et en 1991, pour enrayer la prolifération galopante de ce type de plaque, la division des immatriculations renouvelle tout le parc des plaques Z. Mais voilà, même si leur nombre diminue, les abus sont toujours là et aujourd'hui, un nouveau projet d'arrêté royal est en préparation.
Les attestations demandées pour l'obtention de la plaque seront plus nombreuses et surtout, la plaque sera renouvelable chaque année. Un arrêté qui apparemment satisferait tout le monde, le fisc, les services d'immatriculation et le représentant des garagistes. Les travaux d'aménagement du stade du Heysel risquent de coûter 30% plus cher que prévu. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse donnée ce matin par le collège de la ville de Bruxelles. Selon le bourgmestre, l'ancienne administration aurait oublié quelques détails indispensables au réaménagement du stade, des détails qui se chiffrent à un peu plus de 200 millions de nos francs, Serge Vermeulen. Surprise pour le nouvel échevinet des sports de Bruxelles, après avoir constaté que la rénovation du futur stade Roi-Baudouin, conçu et inauguré sous l'ancienne administration communale, présentait, semble-t-il, quelques oublis d'aménagement. On n'avait pas prévu tout l'équipement pour l'aménagement des locaux des gestionnaires du stade, c'est-à-dire les services sportifs de la ville. On n'avait pas prévu le nouveau marquoir, on n'avait pas prévu l'adaptation du chronométrage, on n'avait pas prévu l'équipement d'ascenseur dans certaines parties de l'immeuble. Enfin, il y avait un ensemble de moyens et d'infrastructures qui n'étaient pas annoncés et qui sont indispensables au bon fonctionnement du stade. Autre son de cloche du côté de l'Union belge de football, membre consultatif et financier du projet. Pour la fédération, pas question d'oubli, mais bien de choix alliant utilité et finance. Ça c'est quelque chose qui m'a ébahi, que l'on ait cru que l'on ait oublié un marquoir. Il est évident qu'un marquoir de 80 millions dans un stade comme celui-là, il n'y en a pas question. Et que des vestiaires, il y aura des vestiaires, rassurez-vous, en nombre suffisant, comme ça a été proposé dès le départ. Des aménagements supplémentaires estimés à 210 millions de francs, dont 90 millions qu'il reste à partager entre l'État, la région bruxelloise, l'Union belge et d'autres fédérations sportives. 10 ans après le drame qu'il avait condamné, la réputation du Heysel ne s'améliore décidément pas. En Algérie, 20 personnes ont été tuées et 60 blessées cet après-midi près du commissariat central d'Alger dans l'explosion d'une voiture piégée. La voiture a été complètement détruite. La bombe a creusé un cratère de près de 2 mètres dans la chaussée. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Les premiers morts sont tombés dans le conflit qui oppose le Pérou et l'Équateur pour le contrôle de leur zone frontalière en Amazonie. Pour la première fois, les combats ont impliqué les avions et les hélicoptères. Ils ont fait plusieurs dizaines de tués, Marie-Rose Resto. Rien ne va plus entre le Pérou et l'Équateur. Avions et hélicoptères de combat ont été utilisés hier par les deux pays, franchissant ainsi un nouveau pas dans ce conflit qui gronde en Amazonie. Les Équatoriens affirment avoir abattu 2 hélicoptères ennemis. Les Péruviens reconnaissent la perte d'un seul appareil. Quant aux pertes en vie humaine, elles sont différentes selon que l'on écoute Quito ou Lima. Une chose est sûre cependant, il y a eu des morts dans les deux camps. Les deux pays latino-américains se disputent depuis le siècle dernier cette région enfoncée dans la forêt amazonienne. En 1941, les deux pays s'étaient déjà battus pour son contrôle. Le Pérou était alors sorti gagnant de la bataille. En 1942, le protocole de Rio a dessiné la frontière entre les deux belligérants, laissant cependant une zone tampon de 78 km² de territoire non attribué. L'Équateur a rejeté le protocole à plusieurs reprises et se considère comme seul propriétaire d'un territoire que les Péruviens considèrent à leur tour comme étant le leur. Un territoire encore pratiquement vierge, un territoire où l'on soupçonne la présence de gisements d'or, d'uranium et de pétrole. La violence toujours en Italie, avec le meurtre hier quelques minutes avant le début du match Milan-Gênes d'un tifosi. Le supporter génois a été tué d'un coup de couteau à la suite d'une simple bagarre par un adolescent âgé de 19 ans. La colère des supporters génois a éclaté lorsqu'ils ont appris qu'un des leurs avait été tué à coups de couteau alors qu'ils se dirigeaient vers le stade. Les tifosi ont immédiatement crié vengeance et la bagarre a éclaté. Les forces de l'ordre ont réussi à pousser les supporters génois hors du stade pour les éloigner des supporters de l'AC Milan restés sur les gradins. Mais une fois hors du stade, les Génois ont entamé des combats de rue qui ont duré jusque tard dans la nuit. Les policiers ont appelé en renfort les unités anti-émeutes et les véhicules blindés pour venir à bout de cette guérilla urbaine. Aujourd'hui, l'Italie est sous le choc. Les fous du foot ont encore tué. Le football, le vrai, est en deuil, tandis que la police a annoncé qu'elle avait identifié l'assassin. Grâce aux photos prises à la sortie du stade, il s'agit d'un jeune de 19 ans, supporter de l'AC Milan, le club dont Silvio Berlusconi est le propriétaire. Oui, les organisations sportives italiennes ont décidé de suspendre toutes les manifestations sportives dimanche soir en signe de protestation et de deuil. Voilà Philippe, on vous retrouve au milieu des eaux et aux côtés des sinistrés à Astières. Oui, et nos voisins néerlandais ont également les pieds dans l'eau. 65 000 personnes sont invitées à évacuer leur habitation dans la région
de Nimègue où l'on craint une rupture des digues du Rhin. Catherine Brailly. Vous partez? Oui, on part. Vous vous méfiez? Oui, on se méfie. En tout cas, pour plus de sécurité, on préfère partir quelques jours. C'est la digue dont on se méfie ici. Elle est tellement trempée, dit-on, qu'elle est devenue aussi molle que du beurre. Si elle devait céder, ce sont 2 à 5 mètres d'eau qui recouvriraient cette zone habitée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Au centre de crise, installé dans la salle des mariages de Druten, les gens inquiets ont défilé toute la journée. Et cet après-midi, les autorités néerlandaises ont lancé un appel urgent à l'évacuation pour 65 000 personnes. Ce sont ceux qui résident à l'est du pays, tout près de la frontière allemande. Ils sont menacés par le Rhin et par la Meuse. Ainsi, à cause de ces inondations, nos voisins du Nord vont vivre leur plus grande évacuation depuis 1953. Personne n'a oublié ici qu'il y a 41 ans, les digues de Zélande cédaient, causant la mort de 1800 personnes. On a déjà commencé à évacuer le bétail. On chercherait logement pour 80 000 bêtes et quelques centaines de milliers de poulets. Un casse-tête, paraît-il. Aux Pays-Bas, le niveau d'eau atteint l'année dernière est déjà dépassé. Le danger provient désormais du vent. Il provoque des vagues qui vont submerger les digues à moins qu'ils ne les brisent. En Allemagne, le Rhin a atteint des records historiques à Cologne, 10 mètres 67. La vieille ville est complètement inondée, mais tout se passe dans le calme. Le reportage à Cologne de Dominique Demoulin. Une ville dont les rez-de-chaussée ont disparu, mais où la vie continue presque normalement un étage plus haut, telle est l'image que donne désormais le cœur historique de Cologne. À certains endroits, près de 2 mètres d'eau recouvrent les rues, pourtant peu de riverains ont quitté leurs habitations et ici, même le travail se poursuit. Je ne vis pas ici, j'y travaille seulement. On peut encore travailler ici? Oui, nous avons encore de l'électricité et du chauffage. Nous nous entraidons beaucoup. Un jour, je fais la cuisine, la fois suivante, c'est une amie qui cuisine dans la maison. Nous avons resserré les contacts à cause des inondations. Rien qu'à Cologne, ce sont près de 20 000 personnes qui sont touchées par les inondations et on estime que leur nombre risque encore d'augmenter dans les tout prochains jours. Cet après-midi, le Rhin a dépassé de 2 cm son niveau record de décembre 93. C'est dire qu'ici, à Cologne, la crue du siècle a lieu ces jours-ci. Les dégâts, par contre, pourraient être moindres que l'an dernier, tout simplement parce que l'on a su parfaitement tirer les enseignements de la dernière crue. Des plaques de métal découpées sur mesure pour arrêter les eaux, des kilomètres de pontons permettant aux habitants de se déplacer et des secours omniprésents. Ces quelques éléments permettent de ne pas basculer dans le drame, du moins jusqu'à présent. Car ce soir, le niveau de l'eau continuait à monter. Et à cette inquiétude-là s'en ajoute une autre pour les tenanciers des nombreux cafés et bars de la vieille ville. Dans quelques semaines, en effet, ce sera le carnaval. Le vieux Cologne sera-t-il alors rouvert à tous et remis en état pour la plus grande fête de l'année? Rien n'est moins sûr. Retour en Belgique où la Flandre est également touchée par ces inondations. La Dendre et la Lys sont sortis de leur lit. Les pompiers ont également été appelés à Bruges où les canaux ont débordé. Ils ont été appelés à Gand et puis bien sûr la situation reste toujours préoccupante dans le Limbourg et plus précisément dans la région de Maas-Mechelen. Situation moins dramatique dans le Hainaut, mais la Haute-Sambre monte toujours. Dans la région d'Erqueline, des dizaines d'hectares sont inondés. L'eau a également envahi plusieurs maisons, notamment à la Buissière et à Soire-sur-Sambre. 1991, 1993, 1995, les riverains de la vallée de l'Ourthe sont de plus en plus souvent victimes des caprices de la rivière. À Durbuy, une série de travaux ont été entamés afin de limiter les dégâts des eaux. Le reportage de Dominique Demoulin. Depuis 1992, le ministère des Travaux publics consacre plus de 100 millions par an à la lutte contre les inondations. Ainsi, à Durbuy, par exemple, un premier mur anti-crue était construit en 1993, tandis qu'une partie de la place était rehaussée de 80 cm. L'année suivante, on entamait l'édification d'un second mur de protection en aval du pont. Un mur toujours en construction qui n'a pas empêché l'inondation de la Grand Place. Les travaux qui sont terminés, la première phase, eh bien, ils ont été efficaces. L'eau n'est pas passée au-dessus du mur qui a été réalisé
Par contre, la deuxième phase où les travaux sont en cours, il y a la partie terminée, réalisée, était efficace, mais la partie non réalisée, on a vu immédiatement que c'est par là que l'eau s'est introduite pour noyer à nouveau la place. La troisième phase des travaux consistera à contenir l'ourte également du côté gauche. Autrement dit, on enfermera la rivière pour l'empêcher de se répandre. Selon les ingénieurs des travaux publics, les résultats devraient être à la hauteur des coûts, soit près de 100 millions. En 94 encore, quelques 40 millions étaient engloutis dans les nouvelles berges d'Esneux, tandis que l'on envisage toujours la construction de barrages écrêteurs, c'est-à-dire des réserves artificielles qui serviraient de tampons lors des crues. Mais à moins de couler des tonnes de béton tout le long de l'Ourthe, rien n'empêchera jamais ces débordements. Reste donc, comme on le fait, à tenter d'en réduire les conséquences, faute d'avoir su prévenir, en limitant par exemple plus sévèrement l'octroi des permis de bâtir. Le ministre de l'Intérieur, Johan van de Lanotte, a autorisé les gouverneurs des provinces sinistrées à demander l'évacuation forcée des populations si les circonstances l'exigent. Le ministre de l'Intérieur au micro d'Alain Raviard. Nous avons essayé d'utiliser le calme d'aujourd'hui pour faire quelques préventions, dans ce sens qu'on demande aux gouverneurs de faire le plus qu'ils peuvent pour prévenir qu'il y a des inondations envers les maisons. Deuxième chose, on a demandé au gouverneur qu'il avertisse les bourgmestres qu'en ce qui concerne l'évacuation, la liberté reste le principe, mais quand même qu'ils insistent plus sur une évacuation forcée quand les mesures est appropriées. Et de ce fait-là, comme il y a des mesures nouvelles, on a dit au gouverneur aussi qu'ils peuvent utiliser l'armée. J'ai téléphoné avec mon collègue là-dessus de la Défense qui était d'accord. Et deuxième chose, on a averti la Croix-Rouge pour insister qu'ils peuvent aider en ce qui concerne les évacuations qui posent quand même quelques problèmes. Pour coordonner tout ça, on a aussi demandé à la gendarmerie et à la police qu'ils surveillent de très proche avec des patrouilles pour éviter des vols. Avec nous le bourgmestre de Astières, monsieur Daniel Vincent. Alors, comment s'organise la vie dans le village inondé? Monsieur Malherbe, si vous me permettez, deux petits mots. J'ai eu l'occasion de voir la première partie de votre journal et je trouve que les témoignages de mes concitoyens sont tout à fait conformes et reflètent parfaitement la vie que nous connaissons actuellement dans le village. Ceci dit, sur le plan de l'organisation, vous comprendrez qu'une crise comme celle que nous traversons n'est pas facile à gérer. Je dirais qu'il y a d'abord l'organisation des services officiels de secours et ensuite l'organisation des populations elles-mêmes. Sur le plan des services de secours, après une petite période de flottement inévitable, tout s'est organisé correctement au départ de deux PC, l'un en ancienne gare d'Astières où la protection civile, la Croix-Rouge avait leur centre de commandement et le collège échevinal qui a pris la direction des opérations au niveau communal dans mon bureau depuis lundi. Est-ce que toutes les personnes sinistrées ont trouvé un toit? Écoutez, à l'heure actuelle, je pense que toutes les personnes sinistrées ont trouvé un toit. Il s'est dégagé un énorme élan de solidarité, déjà au niveau de la population pour préparer l'arrivée de la crue. Et maintenant qu'elle est à un niveau que nous n'espérions pas, sur lequel nous ne pouvions pas compter, disons que tous les organismes qui disposent de logements se sont mis gracieusement, je dirais, à notre disposition. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un bourgmestre désespéré? Eh bien, M. Malherbe, je suis désespéré de voir la répétition aussi fréquente de ce type d'événement en Vallée-Mosane. Je suis désespéré de voir la lenteur de l'indemnisation des victimes. Et j'espère, pour qu'il y ait quand même un petit espoir dans mon interview de ce soir, que les autorités compétentes vont tirer les leçons de ces crues à répétition et mettre tous les moyens en œuvre pour en déterminer les causes et les origines de manière à y remédier. Merci monsieur le bourgmestre. Inondation localisée également dans la région de Couvin. L'eau noire est sortie de son lit à Pétigny où 2 campings ont dû être évacués. La plupart des personnes ont abandonné leur caravane. Ces personnes connaissent déjà d'importantes difficultés. Le reportage de Marianne Brilot. Vous ne partez pas? Non. Moi, c'est déjà ma 3e, alors on a commencé à avoir l'habitude. Depuis la semaine dernière, Véronique a bien été contrainte de changer d'avis. Le Cailloudos, au camping et sous eau, une 60aine de personnes habitent en permanence au bord de la rivière. Mais aujourd'hui, ces résidents, pas comme les autres, sont partis, laissant l'eau noire prendre le dessus. Certaines de ces personnes ont été hébergées provisoirement dans des homes. Ainsi, Véronique accueillit à la ferme de Lambligneux, une maison d'accueil pour personnes en difficulté. On a envie d'en partir, parce qu'on voit cette eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et d'un côté, on a envie d'y rester pour être dans nos affaires. Bon, les nerfs craquent aussi, il faut... Et surtout ça, c'est les nerfs.
Finalement, ici, vous trouvez un peu de répit? Un peu de répit. Et surtout, un peu de... Allez, on peut un peu parler aussi d'autre chose que toujours ces inondations. Bon, grâce à eux, bon, j'ai un peu des pantoufles, parce que tout le temps avec des bottes. Bon, comme ça, on a un peu autre chose aussi. Pour la plupart des habitants du camping, les inondations ne sont qu'une péripétie de plus dans leur quotidien. Pour le bourgmestre, il s'agit de trouver des solutions aux inondations et à une situation qui devient intenable. Dans les prochains temps, je compte faire une table ronde, réunir toutes les parties, que ce soit la police, le service social, la commune bien sûr, le ministère de l'Intérieur, pour essayer de trouver une solution. Qui pourrait être, bon, d'abord le curage pour solutionner le problème des inondations, puisque c'est le problème qui nous préoccupe actuellement, mais aussi à l'avenir le problème de la sécurité dans ces campings. Ce soir, les pompiers annoncent une légère décrue de l'eau noire. Très vite, Véronique et les autres rejoindront leur caravane, qui reste finalement leur seul refuge. Voilà, et pendant que nous passions ce reportage, une caravane très abîmée passait devant nous sur la Meuse. Avant de nous quitter, cet appel de la Croix-Rouge qui lance une opération hébergement. La Croix-Rouge lance un appel à la solidarité pour pouvoir héberger des familles sinistrées. Les personnes qui auraient la possibilité d'offrir un logement peuvent téléphoner au numéro suivant, le 105, le 105. Tout de suite, les prévisions météo avec Nathalie. Une bonne nouvelle malgré tout, dans ce journal, il ne pleut plus et il n'a pas plu aujourd'hui à Astières. Demain, 13h, vous allez retrouver David Oxley. Je vous retrouve avec plaisir à 19h. Excellente soirée à tous. À demain.